heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Près de 300 millions de dollars américains et l'aide que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte donner au gouvernement du Burundi durant 4 ans à partir de cette année 2024. Cet argent sera dispensé dans différents secteurs, dont l'hydraulique et la construction des infrastructures. L'Ordre des formations du Burundi salue la mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida portant suspension des nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires, les pharmacies y compris. Voilà le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Près de 300 millions de dollars américains est l'aide que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte donner au gouvernement du Burundi durant 4 ans à partir de cette année 2024. Cela a été dit ce mercredi par le représentant résident du PNUD au Burundi après avoir été reçu en audience par le Premier ministre Gervais Dirakovic. Ce représentant du PNUD fait savoir que cet argent sera dispensé dans différents secteurs, dont l'hydraulique ainsi que la construction des infrastructures. Suivez-le. Ce programme, il est en exécution autour de 3 piliers importants qui tous sont alignés au plan national de développement du Burundi, mais également à la vision Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Donc nous soutenons 3 piliers à travers le programme qui sont interreliés, qui parlent de la question de la gouvernance au service de la croissance inclusive et durable. Nous parlons également de la diversification de l'économie et la croissance économique. Nous parlons du changement climatique, la gestion des ressources naturelles. Et dans la mise en œuvre de ce programme, il a été développé 3 grands portefeuilles. Le premier portefeuille porte sur l'efficacité institutionnelle, et le deuxième sur la justice et l'état de droit, et le troisième sur l'autonomisation des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et enfin, il y a un autre volet qui est tout à fait pris à part, c'est toute l'intervention que nous apportons au niveau de ce que nous appelons le portefeuille nature, climat et énergie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la gestion des catastrophes et du changement climatique. L'ensemble des plans de travail ont été signés et les ministères et autres acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont en train de réaliser. Cela veut dire que, d'ailleurs, nous avons tenu il y a quelques jours une revue à mi-parcours où nous avons constaté les pas qui ont été menés dans le cadre de la mise en œuvre. Et au sud du pays, inauguration ce mardi de l'abattoir moderne de Rumongue par Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Alors que cet abattoir fait face à l'insuffisance des bêtes à battre, le président de la République appelle la population à s'adonner aux activités pastorales car le marché est désormais disponible. Le point avec Jean-Pierre Missago. Cet abattoir, inauguré par le président de la République ce mardi, a une capacité d'abattage de 100 vaches par jour au regard de ses équipements modernes, selon Rajab Hamisi, son directeur. Mais durant les 3 semaines d'essai que cet abattoir fonctionnait, le nombre de vaches abattues par jour oscillait autour de 10. Par manque de bêtes à abattre sur le marché, a déploré Amis Rajabou. Dans son discours de circonstance, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a appelé la population burundaise en général et celle de Rumongue en particulier
à s'adonner à l'élevage et surtout des bêtes d'abattage. L'inauguration de cet abattoir régional moderne de vaches, de chèvres et de moutons constituant selon lui le lancement des activités d'un grand marché de bêtes d'abattage. Le président de la République du Burundi rassure que même les éleveurs de lapins trouveront le marché. L'abattoir de lapins d'une capacité d'abattage de 2000 lapins par heure étant en construction en province Gitega. L'inauguration de cet abattoir érigé à Mutambara a clôturé la caravane Ingebuzo en province Rumonge. J'ai senti le caractère non obligatoire de l'assurance maladie au Burundi et la capacité financière des ménages figurent parmi les grands défis qui handicapent l'amélioration du taux d'adhésion au sein des mutuelles de la santé. Déclaration du secrétaire exécutif au sein de la plateforme des acteurs des mutuelles de la santé, PAMISAB en sigle, au moment où ce taux tourne autour de 2%. Espérance Canés plaide pour l'obligation de l'assurance maladie pour relever ce taux civil-là. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de ménages qui adhèrent aux mutuelles de santé, malgré que le taux de pénétration reste toujours faible. Mais il y a, je dirais, des explications, il y a des défis que l'on rencontre sur terrain qui font que justement les ménages adhérents restent toujours faibles. Je peux citer comme grand défi, ça c'est vraiment au niveau politique, le fait qu'au Burundi il n'y a pas une obligation à l'assurance maladie, ça c'est déjà un grand défi. Parce que la plupart des pays qui ont pu avancer avec l'assurance maladie, c'est qu'elle est obligatoire. Alors, le fait que l'assurance maladie n'est pas obligatoire, personne n'est obligé donc d'adhérer à une mutuelle ou bien à une assurance maladie. Je donne l'exemple au Burundi, nous avons la mutuelle de la fonction publique. C'est une mutuelle qui aide ou bien qui appuie les fonctionnaires de l'État à accéder aux soins de santé et c'est obligatoire. Dans d'autres secteurs, autres que le secteur public, il n'y a pas d'obligation d'adhérer à une assurance maladie. Je pense que c'est vraiment le gouvernement qui devrait un peu booster en mettant en place une loi qui oblige personne ou bien chaque ménage d'avoir une assurance maladie. Il y a également la capacité financière ou contributive de la population qui ne cesse de diminuer. Et donc, face à cette situation, il est difficile qu'un ménage puisse investir dans une assurance. La plupart des fois, il y a, c'est vrai, des mutuelles de santé qui sont, ce sont des assurances sociales, comme on le dit, donc sans but lucratif. Mais il y a parallèlement des assurances qui sont lucratives, c'est-à-dire on les appelle les micro-assurances ou bien les assurances tout court. Donc, les deux régimes existent. Mais il n'y a pas de texte qui régit, donc qui limite en disant, par exemple, les assurances sociales, votre groupe cible, c'est celui-là. Est-ce que faut-il continuer avec autant de mécanismes, avec des groupes cibles qui sont superposés, ou bien faut-il avancer à mettre en place des lois ou bien des textes qui puissent un peu délimiter les groupes cibles de chaque mécanisme. Et on exhorte également le gouvernement à ce qu'on puisse également bâtir la CSU en se basant sur les mécanismes qui existent déjà et qui sont fonctionnels. L'Ordre des pharmaciens du Burundi salue la mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida portant suspension des nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires et les pharmacies compris. Cela étant, le pharmacien Serge Hanindogo, président de cet ordre, indique que ce n'est pas la première fois que cette mesure soit prise, mais le constat est qu'elle n'a pas été prise en compte. Espérons que cette fois-ci, cette mesure sera prise en considération. Ce qui concerne le domaine pharmaceutique, moi j'ai bien accueilli la mesure, nous soutenons la mesure. Dans l'ordre des pharmaciens, nous avons toujours demandé à ce que l'on comprenne
que le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, conformément à la loi, que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas pharmacien. La loi est claire là-dessus. Et donc, la mesure du ministre, nous la soutenons totalement. Seulement, voilà, dans cette mesure, on parle de nouvelles ouvertures. Mais ici, je dirais que même parmi les pharmacies déjà ouvertes, des milliers de pharmacies fonctionnent sans pharmacie. Parce que nous voyons qu'au Burundi, il y a plus de 2000 pharmacies, alors qu'au Burundi, on n'a pas plus de 250 pharmaciens sur le territoire national. On tire la conclusion que beaucoup de pharmacies fonctionnent sans pharmaciens et cela met en danger la santé de la population. Parce que ces gens-là, ils font du commerce seulement. Alors que dans une pharmacie, un pharmacien est là pour donner des conseils aux malades, des conseils sur la prise de son médicament, des conseils sur les interdits à observer quand on a pris son médicament, des conseils sur le respect de la posologie. Il peut aussi, le cas échéant, contacter le prescripteur pour changer tel ou tel médicament s'il y a une erreur. Mais cela ne se fait pas dans ces boutiques de pharmacie. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Tous les ministres ont pris de telles mesures de suspension d'ouverture, mais nous n'avons pas observé de changements significatifs. Mais aujourd'hui, nous pensons que, moi, quand j'ai rencontré le ministre, il m'a semblé qu'elle comprend, elle est préoccupée par la santé de la population. Nous espérons maintenant que cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.